Ce programme vous est offert par Illico Cash. Inhumation ce mercredi à Goma, au Nord Kivu, des victimes du bombardement du camp des réfugiés de Mugunga le 3 mai dernier. Des autorités et membres du gouvernement y assistent. Sur la rue du Stade de l'Unité, par exemple, les commerces sont fermés. Les mouvements citoyens protestent pour une offensive des FARDC. On en parle avec Christopher Ochokum, notre envoyé spécial. À la Chopo, déplacement massif de la population à Kisangani suite à la résurgence des affrontements entre les membres de la communauté Mbole et Lengola. Plusieurs personnes ont abandonné leur village pour se retrouver dans les camps des déplacés. D'autres sont signalés dans des familles d'accueil. 15 mai, le monde célèbre la Journée internationale de la famille, prononcée le 20 septembre 1993 par l'Assemblée générale des Nations unies. Cette journée est une manifestation qui reflète l'importance que la communauté internationale attache à la famille, cellule de base de la société. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Depuis ce matin à Goma, la ville vit au rythme de l'inhumation des victimes du bombardement du camp des réfugiés de Mugunga le 3 mai dernier. Sur la rue du Stade de l'Unité, les commerces sont fermés. Les mouvements citoyens protestent pour une offensive des FARDC. On retrouve brièvement sur place Christopher Ochokum avant les débuts de la cérémonie. Principal de la ville, chef-lieu de la province du Nord Kivu. C'est d'ici que partiront les 35 corps qui ont été brutalement arrachés à la ville à cause de la barbarie que caractérise l'agression que subit la République démocratique du Congo par son voisin le Rwanda. Le 3 mai dernier, souvenez-vous, des Congolais vivant dans les camps de réfugiés déjà ayant fui les affres de la guerre de ce jour ont été surpris par une bombe attribuée clairement au Rwanda sous couvert du M23 en pleine ville de Goma. Les 3 ministres du gouvernement sont ici pour le moment pour rendre ces hommages officiels. Patrick Mouya, le porte-parole du gouvernement, à son arrivée à l'aéroport hier, a affirmé que cette commémoration est une occasion de lancer un message fort aux yeux du monde entier par rapport à ce qui se passe ici en République démocratique du Congo. Et puis à Kisangani, dans la commune de Lubunga, on signale le déplacement massif de la population suite à la résurgence des affrontements entre les membres de la communauté Mbole et Lengola. Les sources locales rapportent que plusieurs personnes ont abandonné leur village pour se retrouver dans les camps des déplacés. D'autres sont signalés dans des familles d'accueil. Selon plusieurs sources, le conflit intercommunautaire Mbole et Lengola continue d'endeuiller plusieurs familles alors qu'il y a peu, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, avait été interpellé par les victimes sur la persistance de ces sanglants conflits qui datent depuis une année, faisant au moins 500 morts et des déplacements massifs des populations. Plusieurs sources révèlent que le vendredi dernier, les bilans des affrontements étaient de 7 morts. Une femme a également été abattue par machette dans la nuit du dimanche à lundi, non loin de l'hôpital général de Lubunga. Les mêmes sources indiquent qu'actuellement, les éléments de la police nationale congolaise et des forces armées de la République démocratique du Congo sont dépêchés dans la commune de Lubunga. L'unité de la police spéciale venue de Kinshasa, il y a de cela plusieurs mois, est également sur terrain. Le but de cette opération est de restaurer la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo. L'Arco constitutionnel va rendre ses arrêts ce jeudi 16 mai en matière de contentieux des résultats de l'élection des sénateurs du 29 avril dernier. Cette décision a été prise au terme de l'audience qui a eu lieu ce mardi 14 mai. Le juge de la Haute Cour siégeant pour examiner les contestations des candidats ont écouté à tour de rôle les prétentions de toutes les parties. Par ailleurs, chaque requérant à la barre a confirmé sa requête et plaidé pour que la Cour déclare élu. Le déclare élu plutôt. Ils ont promis de verser dans les notes de plaidoirie toutes les preuves nécessaires. La décision judiciaire sera donc prise demain. Et hier, lors de la session extraordinaire inaugurale au Sénat, marquée par l'installation du bureau d'âge, Guy Laurent Domboyo a pris part active à l'installation de Moïse Ekumbo, membre de son parti Agir pour la République, à la question du bureau d'âge. Suivez.
La Chambre haute du Parlement a vibré ce mardi 14 mai 2024 au rythme de la séance plénière inaugurale, présidée par le secrétaire général du Sénat, Jean Mukwala Bateke, essentiellement portée sur l'installation du bureau d'âge. Plusieurs sénateurs ont pris part à cette rencontre importante, à l'instar du numéro 1 du parti politique Agissons pour la République, AREP, élu national et sénateur, Gulo Ndomboyo, qui au sein de son parti compte 8 sénateurs et qui vient de rafler la questure du bureau d'âge avec les sénateurs Moïse Ekumbo qui a 30 ans. En parlant de Guilo Ndomboyo, on vient de le voir avec le secrétaire général de son parti, AREP, Camille Calais, accompagnant les tickets gagnants de la dynamique Agissons et Bâtissons et de l'ANB, l'élu national Jacques Njoli, au poste de rapporteur de l'Assemblée nationale. Nous venons de déposer notre candidature au poste des rapporteurs. Comme toujours, nous nous engageons à bien faire, en servant la République comme il se doit, dans le but d'aider les chefs de l'État à atteindre la matérialisation de sa vision. Soulignons que le Sénat de la 4e législature de la 3e République est désormais officiellement en fonction. Crise au présidium de l'Union sacrée, Augustin Kabouya, Bahati Lukwebo, Vital Kamerhe, Sama Lukonde et Jean-Pierre Bemba seraient divisés au sujet de la décision inique du rejet des candidatures des assortis du ticket USN. Sauf changement, la liste des candidats qui devraient compétir ne sera publiée qu'après un accord entre le présidium et les responsables des regroupements politiques. Selon nos sources, une réunion entre ces deux partis est envisagée. Kabouya, Bahati Kamerhe, Sama forment désormais un camp. Mbosso et Bemba, qui constituent le deuxième camp, restent attachés à la logique d'imposer la voie à suivre aux députés nationaux. La commission chargée de traiter les dossiers est convoquée ce mercredi. Et puis les députés, sénateurs et gouverneurs du parti politique Convention démocratique du peuple, CODEC, issus du regroupement A3A, ont organisé ce mardi à Kinshasa une cérémonie pour remercier la population qui les a votés et réitérer leur soutien au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour son deuxième quinquennat à la tête du pays. 8 sièges au niveau de l'Assemblée nationale, 8 sièges au niveau provincial, un gouverneur et un sénateur. La moisson peu abondante mais très significative que les partis politiques, Convention démocratique du peuple, CODEP en sigle, et son regroupement A3A ont obtenu au cours de cette législature 2024-2028. Un sentiment de joie parce que c'est notre jour aujourd'hui. La CODEP est en train de nous célébrer, elle est en train de nous fêter, elle est en train de fêter ses élus à tous les niveaux. En mémoire des millions de victimes de la guerre d'agression imposée à l'est du pays par les Rwandais sous les labels du M23, Simon Moulamba, député national et président national de la CODEP, a condamné l'inaction de la communauté internationale face à cette situation tout en appelant la classe politique à soutenir les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui met parmi ses priorités la restauration de la paix partout dans le pays. Nous avons la volonté et en 2028, nous allons améliorer dans toutes les réformes qui seront envisagées par les chefs de l'État. Devant plusieurs invités des marques et cadres du regroupement A3A, c'est sous les applaudissements que tous les élus présents à Kinshasa ont été présentés. Et le message était celui des réconforts en les demandant de bien servir la nation afin de garantir les meilleurs scores au cycle électoral de 2028. C'est par un cocktail que la cérémonie s'est clôturée dans une ambiance conviviale. Les organisations de la société civile en République démocratique du Congo alertent sur l'exploitation et le commerce illicite des minerais dans la partie est du pays par le Rwanda et elles dénoncent des graves violations des droits de l'homme, plus particulièrement dans les territoires des Massissi, dans le Nord Kivu. L'agression rwandaise avec les supplétifs du M23 ne cause pas seulement des dégâts matériels et humains, mais surtout économiques dans la partie est de la RDC.
Réunies à Kinshasa lors d'une journée de réflexion, les organisations de la société civile alertent et dénoncent de pillage, exploration ainsi que commercialisation illicite de minerais du site de Rubaya dans les territoires de Massissi qui traversent frauduleusement vers le Rwanda. En dépit de l'existence des mécanismes internationaux et régionaux réglementant la traçabilité et la certification des minerais dans le but d'éliminer les soutiens aux forces armées qui alimentent ou prolongent les conflits et qui, par ailleurs, commettent de graves violations des droits de l'homme. Tout observateur averti ne peut s'empêcher de conclure que tous les minerais sont amenés au Rwanda et proviennent de la fraude, de la contrebande et de l'exploitation illicite de la partie est, non seulement de qualifier ces minerais des minerais décents, car ne respectant pas les normes requises, d'autant plus qu'ils ne sont pas tagués à la source, mais plutôt à l'exportation au Rwanda. Mais aussi et surtout, de déplorer ce principe de deux poids deux mesures sur la traçabilité des minerais dans la sous-région des Grands Lacs. Face à cette situation, les organisations des droits de l'homme plaident pour de mesures fortes de la part du gouvernement pour arrêter ce trafic illicite. Au gouvernement de la RDC de ne ménager aucun effort pour user de tous les mécanismes juridiques internationaux et régionaux en vue de recouvrer ses droits face à cette injustice criante dont notre pays souffre. Elles promettent de poursuivre la dénonciation jusqu'à ce qu'une solution sera prise et que soit rétablie en faveur des... Nampodé est le plus grand salon agricole africain qui se tient chaque année au mois de mai en Afrique du Sud. Cette année, le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et l'Élevage du Haut-Katanga a représenté le gouverneur à cette exposition pour y trouver des solutions concrètes aux besoins de la population haut-katangaise pour ce qui est de la pénurie du maïs, du matériel d'assainissement et des forages d'eau à moindre coût. Si depuis 5 ans, dans la province du Haut-Katanga, le gouvernement provincial a mis en place la politique de subvention aux fermiers locaux en vue d'obtenir la baisse du prix du maïs, il n'en demeure pas moins que d'autres solutions à long terme concernant la culture par irrigation par exemple, et ce à la suite de la sécheresse qui a frappé une grande partie des régions africaines cette année. À ce salon de l'agriculture en Afrique du Sud à Nampo, à 3 heures de route de la capitale économique Johannesburg, le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage est venu obtenir des réponses concrètes et à moindre coût à cette crise qui se profile à l'horizon. Le gouverneur nous a dépêchés pour venir voir les engins que la province peut acquérir pour pallier à cette sécheresse afin de faire l'agriculture avec l'irrigation. À cette exposition, les producteurs de maïs et les fabricants d'équipements ouvrent leurs portes sans intermédiaire et sans commissionnaire. C'est ici que le gouvernement provincial du Haut-Katanga prévoit d'acquérir des forages d'eau pour les populations des zones rurales et des camions balayeurs ou des souffleurs pour assainir la ville de Lubumbashi et d'autres villes de la province. Dans le cadre d'assainissement aussi de nos villes, nous sommes obligés aussi de chercher des engins qui peuvent nous aider à assainir nos villes. Cette année, plus de 82 000 visiteurs ont été accueillis. Avec leur pavillon mis en place sur 84 hectares à Nampopak, plus de 600 fermiers et équipementiers passent 4 jours à exposer leur production et leurs innovations technologiques sur environ 80 hectares. Le gouverneur Jacob Lakatoué tient à s'inspirer de ce modèle économique pour poursuivre et réussir son programme d'autosuffisance alimentaire dans le Haut-Katanga. Autre chose, prononcée le 20 septembre 1993 par l'Assemblée générale des Nations Unies, la Journée internationale des familles est célébrée chaque 15 mai. Et cette journée est une manifestation qui reflète l'importance que la communauté internationale attache à la famille, cellule des bases de la société, ainsi que l'intérêt qu'elle porte à la situation des familles dans le monde.
Cette journée est une occasion de mieux faire comprendre les problèmes que connaissent les familles et stimuler les initiatives appropriées. Elle pourrait devenir un facteur de mobilisation puissant dans tous les pays qui cherchent à apporter une réponse aux problèmes qui se posent aux familles de chaque société. La journée internationale de famille offre également l'occasion de mettre en relief la solidarité et unir les familles dans les recherches d'une meilleure qualité de vie. 2024 marque le 30e anniversaire de l'année internationale de la famille, avec comme thème « Famille et action climatique ». Les changements climatiques ont un impact négatif sur la santé et les bien-être des familles. Une pollution accrue, des événements météorologiques extrêmes tels que les ouragans, les sécheresses et les inondations affectent non seulement la productivité agricole et l'accès à l'eau, mais entraînent souvent des déplacements forcés et la perte de moyens de subsistance des individus. C'est pourquoi il est important de responsabiliser les familles grâce à l'éducation et au plaidoyer pour une action climatique significative et efficace, en adoptant des habitudes de consommation durable, en sensibilisant les jeunes générations aux défis climatiques pendant leur socialisation. Cette journée des familles veut donc sensibiliser à l'impact du changement climatique sur les familles et au rôle que celles-ci peuvent jouer dans l'action climatique. Grâce à des initiatives familiales et communautaires, le monde peut favoriser l'action climatique par l'éducation et la formation, l'accès à l'information et la participation communautaire. Et dans le monde, les Palestiniens commémorent ce mercredi 15 mai le 76e anniversaire de la Nakba, une catastrophe qui se réfère au départ forcé des 700 000 Palestiniens vers les pays proches en 1948, comme le Liban, la Jordanie et la Syrie. En 1948, l'État israélien a vu le jour suite au départ forcé des populations palestiniennes arabes, la destruction de 531 villages et au massacre perpétré quand les habitants refusaient de quitter leurs terres. 76 ans plus tard, les mêmes méthodes ont les mêmes effets. Des dizaines de milliers de civils continuent de fuir dans la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, pillonnée par Israël et menacée d'une offensive terrestre d'envergure. Le mot prend encore plus son sens au moment même où les Palestiniens vivent au rythme de la guerre à Gaza depuis 7 mois. Sur ce, il y a plus de 10 ans maintenant que les étudiants commémorent la Nakba sur l'esplanade de l'université de Tel Aviv, une journée nationale intitulée « Découvrez la Cisjordanie ». Mais cette année, la police n'a pas autorisé l'événement. Retour au pays pour parler sport. Le FC Saint-Éloi Lupopo affronte tout à l'heure l'association sportive V-Club pour les comptes de la phase retour de la Ligue 1. À sa phase des playoffs, justement, les Dauphins Noirs vont à l'assaut des Cheminots avec un maigre espoir. Après avoir été battus par les tout-puissants Mazembe Glebert le samedi dernier à Lubumbashi, V-Club tient à gagner pour essayer de bousculer la hiérarchie. Par contre, le FC Saint-Éloi Lupopo veut conquérir la deuxième place occupée actuellement par l'AS Maniema Union de Kindu. En conférence de presse d'avant-match, Mohamed Maguessouba et Abdselam Ouadou, respectivement coach du Lupopo et V-Club, s'attendent à une opposition difficile. Le Lupopo n'a jamais eu de match facile et n'aura jamais de match facile. Donc nous déjà, tous les matchs, nous les avons joués à fond parce qu'on n'a jamais eu de cadeau et on ne compte pas sur le cadeau. Donc nous partons avec nos armes et nos arguments devant tous les adversaires et devant les clubs. Je crois que ce serait pareil. D'abord, quand vous placez le Lupopo à la 3e place, il faut aussi dire qu'il y a des matchs à moins. C'est ce qui est important surtout. Mais chaque fois on fait le classement, on ne tient pas compte des matchs à moins, des matchs à plus. Bon, moi je dis que c'est un faux calcul. Le vrai calcul, c'est que il y a des matchs devant nous, il faut les jouer, il faut les gagner. Contre Lupopo, ça ne va pas être facile, puisque Lupopo, vous connaissez, fait partie des ténors aussi de ce championnat. Comme je l'ai dit, il nous reste 6 points. Et ben, tâchons de grappiller le maximum de points, parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et en tout cas, comme je vous l'ai dit, V-Club ne s'avouera pas vaincu. On va jouer notre va-tout jusqu'au bout et on fera le bilan à la fin. On ne viendra pas
avec pas d'ambition, on va venir avec d'ambition parce qu'on est dos au mur et on vient pour mettre en difficulté cette équipe de Lupopo. Et le journal est terminé, place au rappel des titres. Inhumation ce mercredi à Goma, au Nord Kivu, des victimes du bombardement du camp des réfugiés de Mugunga le 3 mai dernier. Des autorités et quelques membres du gouvernement y assistent. Sur la rue du Stade de l'Unité, par exemple, les commerces sont fermés. Le mouvement citoyen proteste pour une offensive des FARDC. On en a parlé avec Christopher Ochokoum, notre envoyé spécial. À la Chopo, déplacement massif de la population à Kisangani suite à la résurgence des affrontements entre les membres de la communauté Mbole et Lengola. Plusieurs personnes ont abandonné leur village pour se retrouver dans les camps des déplacés. D'autres sont signalés dans des familles d'accueil. 15 mai, le monde célèbre la Journée internationale de la famille, prononcée le 20 septembre 1993 par l'Assemblée générale des Nations unies. Cette journée est une manifestation qui reflète l'importance que la communauté internationale attache à la famille, cellule des bases de la société. Restez avec nous tout de suite, c'est la revue de presse. Et c'est avec vous, Nathan Diamouité. Bienvenue. Merci Nathalie Yoko. Élection des sénateurs, Rose Mutombo, ministre de la Justice, et Anne Mbugougé se battent pour un siège à la Chambre haute du Parlement, Nathan. Eh bien, Nathalie Yoko, dans les feuilletons de journaux d'aujourd'hui, nous retrouvons à la une ce bras de fer judiciaire entre l'actuel ministre de la Justice, Rose Mutombo, et Anne Mbugougé, et qui cherche justement à se départager pour un seul siège à la Chambre haute du Parlement. Nous retrouvons cette information à la une de Forum des As qui écrit « Contentieux des résultats des élections sénatoriales, les camps de la sénatrice Anne Mbugougé crient à la justice ». Comme vous le savez, Nathalie, la Haute Cour a démarré hier l'examen des requêtes introduites en contestation des résultats provisoires des élections des sénateurs publiés par la Commission électorale nationale indépendante. Parmi ces dossiers que la Cour examine, il y a celui de la ministre de la Justice, Rose Mutombo, qui conteste l'élection des Anne Mbugougé. Et ce journal développe dans son tabloïd que d'après les proches de Anne Mbugougé, les allégations de défaut des nationalités avancées par les avocats de Rose Mutombo demandant l'annulation de l'élection des Anne Mbugougé sont non fondées. Nathalie Yoko, pour le journal Africa News, l'issue des plaidoiries révèle que les schémas de Mutombo pour essayer de ravir le siège de Mbugougé reposent sur la ruse. Et puis de son côté, Info 27 pointe à sa une justement sénatoriale. Rose Mutombo joue à la mauvaise perdante contre l'élu Anne Mbugougé. Nathalie, pour de nombreux observateurs de ce journal, il est à noter que la dynamique du changement souhaité par le président de la République Félix Tshisekedi exige un devoir d'exemplarité à tous les niveaux. La justice, en tant que pilier de ces changements, doit agir en toute indépendance, sans aucune forme d'influence, conclut ce journal. Nathalie Yoko. Merci Nathan. On va prendre dans votre deuxième sujet, Assemblée nationale. FDCA retire Serge Bahati de la course du bureau définitif. Exactement, Nathalie Yoko. Dans l'apparition de journaux ce mercredi, il y a encore les dossiers sur l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Il faudra dire qu'après des vives pressions dans l'opinion, Serge Bahati est enfin retiré de la course et bien évidemment en remplacement de Chimène Polipoli. Les quotidiens rapportent dans son journal que la correspondance signée ce mardi par Bahati Lukebo a été adressée par les présidents du bureau d'âge de l'Assemblée nationale. Dans ces documents, l'FDCA aligne Chimène Polipoli Lunda, élue de Malemba-Nkulu dans la province du Olomami, comme candidate questeur à la place du fils de Bahati, Nathalie Yoko, pour Radio Okapi, et qui écrit à sa une candidature à la questure de l'Assemblée nationale. Chimène Polipoli de la FDCA remplace Serge Bahati. Dans le cœur de son article, il rapporte que Bahati Lukebo justifie cette substitution par souci de faire conformer le choix des candidats à ces postes aux prescrits des articles 25, 26 et 27 du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement. Ces articles évoquent notamment la nécessité de veiller à l'équilibre
l'équilibre national et à la représentativité des provinces dans la composition du bureau définitif. Ah, ce qui est bien fait, on attendait finalement cette décision de la part de Modeste Bahati. Exactement. Merci beaucoup Nathan pour tous ces détails. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.